Donc bonjour à tous, bienvenue donc, pour ce premier séminaire du GDRIA de la saison. Donc on a décidé de renouveler, vu qu'ils avaient eu un certain succès, et donc même si la pandémie finit et que les gens se revoient de nouveau physiquement, pour le plus grand bonheur de tous, on s'est dit qu'on pourrait aussi continuer ces séminaires qui intéressaient pas mal de monde et qui font aussi de belles archives. Donc pour ouvrir le bal cette année, on est très content de recevoir Didier Dubois, qui est donc directeur de recherche émérite au CNRS, à l'IRID de Toulouse, et qui a été, on va dire, proposé par le GT, donc raisonnement et apprentissage. Donc je vais me permettre d'introduire aussi également Didier. Donc je rappelle que d'habitude, les séminaires se passent de la manière suivante. On enregistre le séminaire qui sera disponible en ligne, donc on évite les questions pendant le séminaire. Vous aurez tout le loisir d'ouvrir votre micro et de poser des questions une fois le séminaire achevé. Et donc, l'idée, c'est de faire des séminaires qui soient accessibles au plus grand nombre. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Donc voilà, donc on est très content que Didier ouvre le bal cette année. Donc Didier, je pense qu'il n'y a plus trop besoin de présenter Didier Dubois. C'est un des chercheurs en intelligence artificielle les plus cités de France, et donc il y a une reconnaissance internationale qu'on peut facilement voir via les très nombreuses invitations qu'il peut avoir à des conférences très variées. Je ne connais pas la liste de ses titres, mais je sais qu'il n'est pas très amateur de titres, donc je n'ai pas spécialement besoin de le faire. Donc on peut quand même dire que c'est le père fondateur de la théorie des possibilités, qui est à la fois intéressante numériquement et symboliquement, très utile en logique non monotone, très utile en propagation d'incertitudes. Il va vous parler de tout ça tout de suite. Et moi, personnellement, je lui dois une grande partie de ma vision de ce que peut être la science, et en particulier de la bonne science. Donc voilà, j'ai été plus qu'honoré d'avoir Didier en termes de directeur de thèse. Donc je suis très content de pouvoir l'introduire aujourd'hui. Et sans plus attendre, je vais donc laisser la parole à Didier. Et je finirai par les pubs pour le prochain séminaire à la fin du séminaire. Bon, alors il faut... Donc Didier, je vais te laisser la parole. Je repartage mon écran alors. Oui. Je repartage l'écran, comme ça, on va voir ce que ça fait. Est-ce que ça marche? Super. Est-ce que ça marche? Fantastique. Bien. Bon, alors bonjour à tout le monde. Merci de me rejoindre sur ce séminaire. Alors, ce que je vais présenter, c'est un petit peu ma philosophie sur les théories de l'incertain. C'est quelque chose que j'enseigne un peu depuis longtemps aux étudiants ici à Toulouse. Donc, je vais pas aller dans des choses très, très élaborées, mais je vais vous donner un petit peu les raisons pour lesquelles les théories de l'incertain peuvent m'intéresser, et ils m'ont intrigué très vite. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce titre qui s'appelle le pouvoir expressif limité des mesures de probabilité. Enfin, le fait de prendre une mesure unique de probabilité, c'est un pouvoir expressif limité. Et j'aimerais bien vous montrer pourquoi. Donc, c'est un séminaire sur l'incertitude. Donc, qu'est-ce que c'est l'incertitude? C'est le problème de représenter les degrés de croyance. Et en fait, l'incertitude, c'est le fait de ne pas savoir si une proposition est vraie ou fausse, ou un événement s'est produit ou non. Alors, dans le langage naturel, on trouve le mot probabilité assez facilement, mais on trouve d'autres mots qui ne renvoient pas exactement à la probabilité, qui renvoient des fois à la possibilité ou à la certitude. Bon, j'ai mis des exemples que vous pouvez lire là, je ne vais pas m'y étaler. Mais simplement, ce qu'on voudrait pouvoir, c'est avoir une modélisation pour calculer la probabilité, la plausibilité, la certitude qu'une proposition soit vraie ou fausse. Alors, c'est important de dire que c'est sur une proposition qui est vraie ou fausse, parce que l'incertitude, elle se situe à un niveau supérieur, si je puis dire, par rapport au degré de vérité, vrai ou faux. Vrai ou faux, c'est ontologique, ça définit la proposition. C'est que l'incertitude, c'est tout de suite l'attitude d'un individu par rapport à cette proposition, ce qu'il sait, et ce qu'il sait ou ce qu'il croit. Voilà. Donc, je continue. Alors, comment il faut cliquer dessus, ça, oui, c'est ça. Donc, ce qui est important pour l'incertitude, ce n'est pas tellement de distinguer des types d'incertitude, comme on entend souvent. Moi, je préfère parler d'origine de l'incertitude, parce que l'incertitude, c'est le fait de ne pas savoir si une proposition est vraie ou fausse, et c'est tout.
Donc, mais simplement, pourquoi est-ce qu'on est dans cet état-là? Eh bien, il y a plusieurs raisons, et c'est là que vont intervenir la nécessité d'utiliser plusieurs modélisations. La première des raisons, c'est la variabilité de phénomènes naturels, c'est le hasard. Donc, par exemple, quand on joue à des jeux de hasard, lancer des pièces ou lancer des dés, la question de savoir qu'est-ce qui va sortir au prochain coup, on ne le sait pas parce que ça change tout le temps. Mais il y a une deuxième cause de l'incertitude qui est plus bête d'un certain point de vue, qui est le bête manque d'information. On n'a pas l'information, on nous pose une question, et bien on ne sait pas répondre. Et ça n'a absolument rien à voir avec le hasard. Par exemple, quand je demande la date de naissance de quelqu'un, la personne ne le sait pas. Et je veux dire, ça, c'est du manque d'information, ce n'est pas du hasard. La troisième cause d'incertitude, qui est un petit peu liée à la deuxième, c'est quand on a plusieurs témoignages sur une question, enfin plusieurs affirmations, plusieurs réponses à une question. Des fois, elles sont incohérentes entre elles. Donc, on a l'impression d'avoir beaucoup d'informations, mais en fait, on est dans un état d'inconsistance et donc on est à nouveau dans l'incertitude. Donc, voilà un peu les trois raisons sur lesquelles j'insisterai, qui sont l'origine de l'incertitude. Donc, si je m'intéresse maintenant aux probabilités, bon, comment on modélise une probabilité? Vous savez tous, donc on met des poids sur les états du monde et la somme de ces poids fait 1. Donc là, j'ai noté S, l'ensemble des états du monde, et on a N éléments pour simplifier. Alors la question est de savoir qu'est-ce que ça veut dire la probabilité. On voit des fois même dans les journaux, les gens parler de probabilité, et puis en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Alors en fait, il y a dans l'histoire des sciences, des gens ont proposé des sens à la notion de probabilité. Le premier sens qu'on trouve souvent quand on est en terminale, qu'on fait les probabilités d'une première façon, c'est de compter les cas favorables sur les cas possibles dans un problème où on suppose la symétrie. Donc par exemple les pièces, les dés, les cartes. Et cette hypothèse de symétrie, ça suppose qu'en fait, qu'il y a une probabilité uniforme derrière, et puis après, on n'a plus qu'à compter. Donc, par exemple, on va dire la probabilité de tirer un roi, c'est 4 sur 32 sur un jeu de 32 cartes. Donc, c'est important, cette hypothèse de symétrie. Alors, il y a une deuxième interprétation qui est aussi ancienne, qui remonte à la Renaissance, enfin au XVIIe siècle plutôt, qui est l'idée de fréquence. Bon, c'est la loi des grands nombres de Bernoulli, etc. Donc, la probabilité, c'est la limite d'une fréquence, et donc sur un phénomène observable. Donc, on peut parler, si on veut, de probabilité objective, parce qu'on peut l'observer jusqu'à un certain point. Mais il y a un troisième sens des probabilités qui est rarement étudié en mathématiques en France, c'est les économistes qui sont sensibles à ça, qui est les probabilités subjectives qui représentent la croyance d'un individu. Dans ce cas-là, on mesure ce type de probabilité avec de l'argent dans un schéma de Paris, comme je vais y revenir plus tard. Mais disons, il y a ces trois interprétations qui existent dans la nature, au moins, pour les probabilités. Donc, l'usage de distribution de probabilité unique, c'est très commode parce qu'on peut calculer facilement la probabilité des événements. Alors, il faut être bien conscient des conventions, parce qu'après, avec d'autres mesures d'incertitude, les conventions vont changer. Donc, la probabilité égale à 0, ça veut dire impossible, 1, ça veut dire certain. Et maintenant, il reste un cas à traiter ou à modéliser avec les probabilités, c'est l'ignorance. Et les gens vont penser tout de suite qu'il faut mettre 1,5. Sauf que 1,5, ça marche quand il n'y a que 2 événements, A et non A. Quand il y en a plus, le 1,5, ce n'est pas sûr qu'ils veulent dire l'ignorance. Un autre point, donc, c'est qu'il y a deux types de probabilités, comme je l'ai dit juste avant. Il y a des probabilités objectives qui représentent du savoir générique, qui sont issues de statistiques sur une population. Et puis, il y a des probabilités subjectives, des degrés de croyance, qu'on va attacher qu'à des événements singuliers, qui se produisent qu'une seule fois. D'accord? Alors, le lancer de dés, par exemple, bien sûr, on peut le lancer le dé plusieurs fois, mais si on s'intéresse à un lancer de dés en particulier, on peut donner une probabilité subjective sur le fait qu'il va tomber sur le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6.
Donc, les probabilités subjectives, c'est toujours sur des événements singuliers. Donc, les probabilités, en fait, ont été utilisées, les distributions uniques, pour les deux phénomènes que sont le hasard et l'ignorance partielle. Donc, dans le cas du hasard, c'est simplement histoire de capturer la variabilité à travers des observations répétées, mais les connaissances partielles, c'est le problème de représenter la croyance face au manque d'informations. Il y a des gens qui ont, au XXe siècle, qui ont prétendu qu'on pouvait modéliser cette connaissance partielle avec une distribution de probabilité unique. Alors bien sûr, les deux phénomènes ne sont pas mutuellement exclusifs. Par exemple, je peux avoir des connaissances partielles sur un phénomène aléatoire. Donc dans ce cas-là, on peut mélanger les deux. Alors, donc, pour mesurer que fait-on pour mesurer les croyances en événements singuliers? Soit on peut utiliser les fréquences et utiliser le principe de Hawking qui dit que le degré de croyance sur l'essai numéro n plus 1, enfin, l'expérience aléatoire numéro n plus 1, où je vais relancer un dé, eh bien, mes degrés de croyance, je vais les mesurer avec les fréquences des observations précédentes quand c'est un phénomène répétable. Du coup, ma probabilité subjective, j'utilise la fréquence pour la mesurer. Mais si j'ai un événement unique qui n'est pas répétable, je vais quand même pouvoir… Là, je ne peux pas avoir de fréquence puisque c'est unique. Je ne sais pas, moi, je veux dire, l'élection d'un président, on peut considérer que c'est un événement unique. Si j'attache des probabilités au fait d'être, pour le président, être élu, et que je n'ai pas de statistiques du tout, je suis bien obligé d'exprimer mes propres croyances. Alors, dans ce cas-là, comment on fait pour mesurer les croyances? Donc, on va utiliser des billets de loterie qui vont rapporter de l'argent si ce qu'on pense, on a raison. Et donc là, je vais vous l'expliquer un petit peu plus dans le transparent d'après. Mais certains utilisent, pour mesurer des croyances, une analogie avec des boules dans une urne pour essayer d'expliquer quand ils se disent « j'ai une probabilité qui vaut 2/3 », ils disent « c'est comme si j'avais trois boules dans l'urne avec 2 comme ci et une comme ça ». Mais ce n'est pas très, très convaincant quand même, parce que si c'est des événements uniques, c'est simplement, ça permet de faire comprendre un peu aux gens ce que ça veut dire, mais pas complètement. Je suis plus convaincu par l'approche sur les billets de loterie. Alors, oui. Donc voilà un peu comment ça se passe pour les probabilités subjectives. Donc l'inventeur de ce genre d'approche, c'est Bruno De Finetti, qui est à peu près contemporain de Kolmogorov, sauf qu'en France, les gens connaissent bien, les mathématiciens des probabilités connaissent bien Kolmogorov, ils connaissent rarement De Finetti, ce qui est un peu bizarre, parce qu'ils ont développé leur approche à peu près en même temps. Donc, si j'appelle PI le degré de croyance d'un agent sur l'occurrence de l'état SI, je vais le mesurer comme le prix d'un billet de loterie qui va me gagner 1 euro si l'état est SI dans ce pari. Donc, en fait, la règle du jeu est ainsi faite. Donc, il y a un banquier qui vend des tickets et il y a un parieur qui propose les prix. Simplement, si le prix proposé par le parieur est trop bas, alors il doit accepter que le banquier prenne sa place. Ils échangent des rôles. Comme ça, c'est le parieur qui accepte de vendre le ticket de loterie au banquier à ce prix-là. Donc, si on fait le calcul de combien on gagne et combien on perd dans cette histoire, on va voir qu'on est obligé de faire que la somme des poids qu'on alloue aux États vaut 1. On est obligé de faire ça. Parce que supposons que le joueur achète tous les billets de loterie, eh bien dans ce cas-là, il gagne il gagne 1 euro parce qu'il est sûr de gagner. Mais comme il a acheté tous les billets, il a payé somme des PJ. Donc 1 moins somme des PJ, c'est ce qu'il a gagné. Et puis l'inverse pour le banquier. Mais vous voyez que dans cette histoire, si jamais la somme des prix est plus grande que 1, le parieur va toujours perdre de l'argent. C'est idiot. Donc, il faut qu'il fasse plus petit que 1. Mais s'il fait plus petit que 1, c'est le banquier qui échange le rôle avec lui. Et donc, il n'y a que la somme des PJ qui vaut 1 qui est rationnelle. Donc ça, c'est un peu le principe des probabilités subjectives, tel qu'a décrit De Finetti, et qui est utilisé depuis
comme pour justifier l'usage des probabilités, notamment quand on a de la connaissance incomplète et qu'on n'a pas de statistiques. Alors voilà. Donc en fait, l'école qui privilégie l'usage de distribution de probabilité unique avec comme justification des paris, c'est l'école bayésienne. Et il y a un postulat bayésien qui dit la chose suivante, qui dit que tout état de connaissance devrait être représenté par une distribution de probabilité unique. Voilà. Alors, qui est déterminée soit avec une procédure de paris échangeable, soit en utilisant des fréquences qu'on applique à l'événement unique qui ressemble, enfin, donc, qui est un des événements, le lancer numéro n, par exemple, voilà, le lancer d numéro n. Et si on ne fait pas ça, en se rapportant à l'histoire du pari échangeable, ben c'est considéré comme irrationnel. Donc, il n'y a que les probabilités, les distributions de probabilités qui sont admissibles pour représenter la croyance. Et sinon, on se dit, si vous ne faites pas ça, ben vous êtes sûr de perdre de l'argent dans l'histoire du pari. C'est ce qu'on appelle en anglais Dutch Book Argument, qu'on pourrait appeler, par exemple, un pari belge, si je peux me permettre, parce que peut-être les Anglais voient les Hollandais comme ça. Voilà. Donc, mais la question, c'est est-ce que ça va tenir la route, ça? Donc, quel est le pouvoir expressif de ces distributions de probabilités prises comme étant les uniques moyens de représenter la croyance? Donc, une conséquence du credo bayésien, c'est que si je suis dans l'ignorance totale, ben, je vais être tenté très fort d'utiliser une distribution de probabilité uniforme. Mais la question, c'est est-ce que les distributions de probabilité uniformes représentent l'ignorance? Et là, je prétends que non. Et il y a 3 raisons pour ça. Il y a une première raison, c'est que on va utiliser ces représentations-là, une distribution uniforme, à la fois quand on est en face du hasard et en face de l'ignorance, et on ne va pas savoir à quoi ça se rapporte. Une deuxième raison, c'est qu'en fait, cette représentation, elle dépend de l'échelle, elle est instable quand je change de référentiel. Et il y a une troisième raison, c'est qu'il y a des gens qui ont fait des tests empiriques pour voir si les gens utilisaient vraiment des probabilités comme ça pour prendre des décisions. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Et notamment, c'est le cas ça a été montré par Ellsberg, ça s'appelle le paradoxe d'Ellsberg, que je vais rappeler rapidement après. Donc, alors c'était ça, ouais, voilà. Donc, il y a aussi une autre raison pour laquelle on a tendance à penser que les distributions uniformes représentent l'ignorance, c'est le principe de Laplace, le principe de raison insuffisante. Laplace, qui est donc un mathématicien de la fin du 18e, début du 19e, qui a beaucoup œuvré pour les probabilités, et qui avait prétendu que ce qui est équipossible doit être équiprobable. Donc en fait, la question de représenter des probabilités, pour lui, c'est de poser le problème de telle sorte à mettre les événements élémentaires équiprobables. Donc on utilise la symétrie, et éventuellement d'ailleurs, quand on n'a pas la symétrie, ça a été plus tard, on essaie d'utiliser le principe de maximum d'entropie, dont je parlerai aussi après. Et donc, avec le principe de Laplace, c'est facile de croire que les distributions uniformes représentent l'ignorance, parce que si je ne sais rien, je considère que tout est possible, et donc tout est équiprobable. Voilà. Donc en fait, comme j'ai dit, il y a un premier problème avec cette représentation de l'ignorance par des probabilités uniformes, c'est que les distributions uniques ne distinguent pas entre l'incomplétude de l'information et la variabilité. Donc la variabilité, c'est des observations qui ont été précisément observées et qui changent tout le temps. L'incomplétude, c'est le fait que l'information est manquante. Donc je prends cet exemple-là. Donc je sors un dé de ma poche et j'ai deux façons de faire si je veux faire parier la personne en face de moi. Je vais lui dire, par exemple, tu prends le dé, tu vas le tester pendant longtemps, pendant toute une nuit, tu vas lancer le dé, tu vas calculer les probabilités sur les faces avec des fréquences, et tu vas voir que le dé n'est pas pipé, il est équiprobable. Et donc maintenant que tu as fait ça, je te demande de parier sur le prochain résultat quand je vais lancer le dé. Et donc il va mettre les mêmes prix sur toutes les faces, parce qu'il voit bien que le dé, il n'est pas pipé.
Mais si je sors le dé de ma poche, la personne ne l'a jamais testé, elle me dit, donne-moi des paris sur les faces, je vais lancer le dé, tu me dis combien valent pour toi les billets de loterie. Eh bien, comme il n'y a aucun argument en faveur d'une face de dé plutôt que d'une autre, ben, le parieur va donner les mêmes poids. Mais en fait, il ne connaît pas du tout les fréquences. Et dans les deux cas, on représente de la même façon, c'est probabilité uniforme. Mais on voit bien que même si, à la fin, quand on lance le dé, ben que ce soit dans un cas ou dans l'autre, on est dans l'incertitude totale sur le résultat du dernier coup, la quantité d'informations disponibles, elle est très, très différente. Dans un cas, on sait que c'est du hasard, dans l'autre cas, c'est de l'ignorance. Et on ne distingue pas du tout ça entre les deux. Donc ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est l'instabilité des distributions uniformes qui sont censées représenter l'ignorance. Donc en fait, le résultat, c'est le suivant, c'est que si j'ai deux domaines, U1 et U2, ou deux langages, si vous voulez, deux vocabulaires différents, qui sont utilisés pour décrire le même problème, et donc je suppose qu'il y a un espace raffiné qui contient U1 et U2, qui permet de les exprimer tous les deux, et ben c'est facile de voir qu'une distribution uniforme sur U1 n'est en général pas compatible avec une distribution uniforme sur U2. Donc, est-ce que c'est normal disons, c'est normal si c'est des fréquences. C'est-à-dire, si je mesure des fréquences uniformes sur U1, le fait qu'elles ne vont plus être uniformes sur U2, ça ne me choque pas du tout, parce que je n'ai pas à ramasser l'information de la même façon. Mais par contre, pour l'ignorance, c'est très, très bizarre. Ce qui est l'ignorance sur U1, ça devrait être l'ignorance sur U2 aussi, c'est pareil. Mais en fait, l'ignorance, si je représente par une distribution uniforme et que les deux distributions uniformes ne sont pas compatibles entre elles mathématiquement, il y a quand même un problème. Donc, un premier exemple qui est très connu dans la littérature, qui est le paradoxe de l'ignorance de la vie hors du système solaire. Je suppose qu'on est ignorant de ça. Et donc, si je pose la question avec cette question de façon tout ou rien, oui ou non, il y a de la vie ou il n'y a pas de vie à l'extérieur de l'univers, la réponse de l'ignorance, c'est mettre un demi. Mais si je partage en trois en distinguant la vie animale, la vie végétale seulement et pas de vie, l'ignorant va répondre un tiers. Et c'est facile de voir que les deux distributions ne sont pas du tout cohérentes entre elles, parce que à partir du cas numéro 1, si je déduis les probabilités sur le référentiel numéro 2, je vais en conclure que la probabilité de vie, c'est 2 tiers, donc ça, ce n'est pas de l'ignorance. Et si je pars du cas numéro 2, l'espace numéro 2 vers l'espace numéro 1, je vois que quand je vais, à partir du numéro 1, je vais devoir partager le 1,5 de vie entre vie animale, vie végétale, et je partagerai de façon identique. Et du coup, c'est la probabilité de pas de vie qui est supérieure à la probabilité de vie animale, ce qui est là à nouveau qui génère de l'information. Donc ça, c'est très paradoxal. Et donc, des probabilités uniformes sur des représentations distinctes, en général, vont être inconsistantes. Donc la conclusion, c'est qu'une distribution de probabilité ne peut pas modéliser l'ignorance et l'incomplétude. Une distribution unique, je veux dire. Donc, on a le même truc dans le cas infini, la même paradoxe. Donc, vous avez une variable x positive, voilà, et puis vous savez qu'elle est entre A et B. Ça, c'est tout ce que vous savez. Et donc, vous dites, je suis probabiliste, je mets une distribution uniforme sur AB pour représenter que tout ce que je sais, c'est qu'elle est entre A et B. Mais en fait, j'ai le même savoir sur toute fonction de x, en particulier 1 sur x, log de x, etc. Donc, c'est facile de voir que si je dis j'ignore la valeur de 1 sur x, sauf qu'elle est entre 1 sur b et 1 sur a, et donc je mets une distribution uniforme sur cet intervalle pour exprimer mon ignorance, et bien on voit bien que les deux distributions, mathématiquement, elles sont incompatibles entre elles à nouveau. Donc, je veux dire, il y a une sensibilité à l'échelle qui fait que, à nouveau, les distributions de probabilité uniformes, dans ce cas-là, ne peuvent pas représenter l'ignorance. Mais encore une fois, si c'est des fréquences, ce n'est pas pareil. Là, il n'y a plus de paradoxe. Donc, si je veux représenter l'ignorance avec une fonction d'ensemble, je devrais donner la même valeur de croyance à tous les événements, en fait, sauf l'événement certain et l'événement impossible.
mais c'est facile de voir qu'une fonction G de A qui donne 1,5 à tous les événements, sauf à S et à l'ensemble vide, ben, ce n'est pas une mesure de probabilité, sauf si c'est un ensemble à 2 éléments. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Dans l'exemple de la vie sur les autres planètes, par exemple, vous pouvez vérifier qu'il y a 6 événements possibles et que je mets les probabilités comme je veux, je n'arriverai pas à leur donner la même probabilité. Et alors, la dernière raison pour laquelle on peut ne pas vouloir utiliser tout le temps une distribution de probabilité unique, c'est lié à des problèmes de décision qui ont mené Ellsberg à faire ses expériences sur des gens, comment ils réagissaient, comment ils prenaient des décisions. Alors en fait, à l'origine, c'est un suiveur de Definetti, un peu là, qui est très connu en théorie de la décision, qui s'appelle Savage, qui a affirmé que les décisions rationnelles devraient être faites en fonction de l'utilité espérée par rapport à une probabilité subjective. Ça, c'est l'affirmation de Savage, et essaie de le démontrer en posant des axiomes qui justifient l'utilisation de l'utilité espérée, et qui, même quand je n'ai pas de fréquence, mettent au jour une probabilité subjective. Donc, le contre-exemple d'Ellsberg, il considère une urne, c'est un setting très classique pour les probabilités. Donc, simplement, cette urne contient un tiers de balles rouges et 2 tiers qui sont noires ou blanches. Simplement, on ne sait pas combien il y a de noires et combien il y a de blanches, on sait simplement que PW plus P2B égale 2 tiers. Donc, si vous êtes bayésien et que vous voulez extraire de là une probabilité unique, c'est facile de voir que c'est la probabilité uniforme qui va marcher parce que vous coupez 2 tiers en deux et puis voilà. Donc, dans ce cas-là, vous savez comment vous devriez ordonner les paris par rapport, enfin les jeux ou les actions, les actes par rapport à ce genre de situation. Alors, le jeu qui est proposé, c'est de choisir entre différents jeux qui consistent à prendre une balle dans l'urne et de gagner ou de perdre quelque argent en fonction de ce qu'on observe. Donc, en fait, selon Savage, il faut calculer l'utilité espérée, donc vous voyez la formule, vous avez l'utilité de rouge, blanc et noir, et avec les probabilités. Donc, c'est basé sur une probabilité subjective. En fait, le principe qui va se trouver violé dans cette expérience, c'est le principe de la chose sûre, le sure thing principle, qui dit que l'ordre des actes en présence d'incertitude ne dépend pas des états où les 2 actes ont les mêmes conséquences. Donc, par exemple, si je prends des actes qui sont en fait des événements, par exemple un acte qui vaut 1 si il me rapporte 1 si c'est dans A et 0 sinon, donc l'utilité c'est la probabilité, le principe de la chose sûre m'amène à l'équivalence entre A plus probable que B si et seulement si A union C est plus probable que B union C, quand C est disjoint de A et B. Voilà. Donc, c'est ce principe-là qui va se trouver problématique avec l'expérience d'Ellsberg. Donc, voilà les 4 jeux qu'il va utiliser pour montrer qu'il y a comme un paradoxe. Donc, le premier jeu consiste à tirer une boule rouge et de gagner tirer une boule. Si elle est rouge, on gagne $1 ou $1, et puis 0 si ce n'est pas une rouge. Et le deuxième jeu, c'est qu'on gagne 1 euro ou $1 si elle est blanche et 0 sinon. Et quand on demande aux gens ce qu'ils préfèrent jouer, ils préfèrent à peu près tous B1 à B2. La raison étant claire, c'est qu'on sait qu'il y a un tiers de rouge, mais on ne sait pas combien il y a de blanche du tout. Peut-être qu'il n'y en a même pas. Donc les gens préfèrent B1 à B2. Après, on leur fait choisir un autre jeu dans lequel, en fait, on a simplement ajouté au jeu précédent 1 euro sur les boules noires. Et donc, on leur demande de choisir entre un jeu où on gagne 1 euro si elle est rouge ou noire et un autre jeu où on gagne 1 euro si elle est noire ou blanche. Et dans ce cas-là, ils préfèrent B4 à B3 parce que des noires ou blanches, on sait qu'il y en a 2 tiers, alors que des noirs ou rouges, on ne sait pas. Donc ça, c'est le résultat que Ellsberg a observé sur un nombre très très grand de gens. Ils ont presque tous fait ça.
Mais c'est en contradiction avec la théorie de l'utilité et avec l'existence d'une probabilité subjective. Parce qu'en gros, je ne veux pas trop perdre de temps, mais en gros, si je calcule les utilités espérées en supposant qu'il existe une probabilité subjective, donc un PB et un PW qui sont la probabilité d'obtenir une boule noire et une probabilité d'obtenir une boule blanche, eh bien, si je calcule les utilités espérées, j'obtiens deux inégalités que vous voyez sur l'écran. Et quand je fais une somme, quand je somme ces inégalités, ben, j'obtiens la même valeur des deux côtés, alors que l'une devrait être plus grande que l'autre. Donc il y a une contradiction, en disant, entre les résultats empiriques et l'existence d'une probabilité subjective. Donc ça veut dire qu'un agent qui fait ça ne raisonne pas avec une distribution de probabilité unique. C'est ça que ça veut dire. Alors pour pouvoir s'en sortir, il faut supposer que dans les deux choix, l'usager n'utilise pas la même probabilité. Donc dans le premier choix, il est pessimiste, il suppose qu'il n'y a pas de boule blanche, et dans le deuxième cas, quand il choisit, il suppose qu'il n'y a pas de boule noire. Et pourquoi il a deux distributions de probabilité? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans l'urne. Et donc en fait, ça va vers une modélisation où on va dire un état épistémique, c'est plutôt un ensemble de probabilités plutôt qu'une probabilité unique. Voilà, donc dans cet exemple, la probabilité subjective dépend du jeu, dépend du choix entre les actes. Et donc l'état épistémique, c'est une famille de distributions de probabilités. Et donc là, on peut montrer qu'on va ranger les décisions par l'espérance mathématique minimale, par exemple. Voilà. Donc si je résume, le dogme bayésien, qui est dû au schéma du pari échangeable, donc, que j'ai rappelé, ne peut pas distinguer entre le hasard et l'absence de connaissances. Et ces représentations sont paradoxales parce qu'elles sont sensibles au référentiel, et qu'en plus, les décideurs, quand effectivement ils sont en présence d'informations manquantes, pas quand ils sont en présence de fréquences, mais quand ils n'ont pas les fréquences, il n'y a pas d'informations, en général, ils ne vont pas choisir en accord avec une probabilité subjective unique. Voilà. Donc en fait, le problème avec les mesures de probabilité unique, c'est que c'est impossible de distinguer entre, disons, la méfiance par rapport à A, c'est-à-dire quand vous avez beaucoup d'informations qui sont contre l'occurrence de A, et puis le manque de croyance dans A, c'est-à-dire aucune information en faveur de A ni en sa défaveur. Et la raison, c'est à cause de la dualité des probabilités qui fait que probabilité de non A, c'est 1 moins probabilité de A. Alors que l'ignorance, c'est justement le cas où on n'a pas d'information pour ou contre A. Et dans ce cas-là, ça suggère qu'on a besoin de deux fonctions d'ensemble. Une qui représente la certitude et une qui représente la plausibilité. Et la différence entre les deux va mesurer l'ignorance. Donc on est dans un cadre qui est le suivant. Vous avez deux fonctions monotones, une qui représente la plausibilité, donc c'est la fonction haute, si je puis dire, et une qui représente la fonction basse, qui s'appelle la certitude, donc une fonction de plausibilité de certitude, qui vont être des fonctions monotones dans l'inclusion. Si A implique B, je ne peux pas croire moins B que A. Ça va généraliser les probabilités. En particulier, ce qu'on voudrait, c'est que quand les deux sont égales, ben, c'est des probabilités. Mais par contre, les conventions vont être différentes des probabilités. Donc, quand le degré haut, la plausibilité, vaut 0, ça veut dire impossible. Le degré bas, la certitude, vaut 1, ça veut dire certain. Et maintenant, l'ignorance, j'ai une façon absolue, sans problème, qui ne dépend pas de l'échelle, une façon de la représenter. L'ignorance, c'est quand la plausibilité vaut 1 et la crédibilité ou la certitude vaut 0. Le degré bas vaut 0. Donc, j'ai effectivement cette inégalité que je suppose. Le degré de certitude doit être plus petit que le degré de plausibilité, parce que c'est plus exigeant d'être certain que d'être plausible. Et puis, on a la dualité qui dit que A est d'autant plus plausible que son contraire n'est pas certain. Donc, vous reconnaissez d'ailleurs dans cette dernière expression quelque chose qui existe déjà en logique modale entre le possible et le nécessaire. Donc, disons, ce cadre-là, un cas extrême, c'est une logique modale. Donc, comment je fais représenter l'ignorance partielle? Alors, la plus facile
la façon la plus facile, la plus crue de le faire, qu'on trouve en logique, en fait, notamment en logique épistémique, c'est de dire que je vais utiliser un sous-ensemble de valeurs mutuellement exclusives, un ensemble E, et qui m'exprime le fait que la seule chose que je sache, c'est que X appartient à E, et je ne sais rien d'autre. Donc, dans la littérature, notamment en intelligence artificielle, on appelle E un état épistémique. Et ça, on trouve ça en logique modale, notamment. En logique épistémique, on manipule des ensembles de mondes possibles pour représenter des états de connaissance. Alors, si on veut raffiner un peu, mettre des degrés, on utilisera un ensemble flou pour exprimer que certains états sont plus plausibles ou plus possibles que d'autres. Mais on peut aussi utiliser, par exemple, si j'ai un état épistémique sur une distribution fréquentiste, j'ai un phénomène aléatoire, mais je n'ai pas toute l'information dessus, mais je vais utiliser une famille de probabilités. Par exemple, un ensemble convexe de probabilités qu'on appelle en anglais un cradle set, un ensemble crédal. Donc, si j'utilise un ensemble crédal, par exemple, qu'est-ce que ça va être mes fonctions de certitude et de plausibilité? Et bien, en fait, à tout événement A, je peux attacher un intervalle de probabilité, tel que le degré de certitude, ça va être la borne inférieure de probabilité quand je fais varier la probabilité dans l'ensemble. Et puis, le degré de plausibilité, c'est la borne supérieure, donc le maximum des probabilités que je puisse atteindre quand P varie dans l'ensemble épistémique de probabilité. Donc on peut vérifier que la probabilité supérieure, c'est 1 moins la probabilité inférieure de l'événement contraire. Donc ça marche. Donc là, on a un modèle du cadre théorique que j'ai donné. Donc il existe une interprétation subjectiviste de la borne inférieure de A, là, de P de A, qui dit que P étoile en bas de A, c'est un degré de croyance qui est mesuré par le prix maximal d'achat d'un billet de loterie. Simplement, dans ce cadre-là, si on veut justifier comme définitive l'existence de probabilités imprécises, de bornes de probabilité comme ça, j'enlève l'hypothèse d'échangeabilité où le banquier prend la place du parieur. Simplement, ce qu'on demande au parieur, c'est un prix maximal pour acheter le billet de loterie et un prix minimal pour accepter de le vendre. Et le prix minimal pour accepter de le vendre, il doit être plus grand que le prix maximal pour accepter de l'acheter, bien sûr, sinon il perd de l'argent. Donc sur cette base-là, Peter Whaley a justifié les probabilités imprécises exactement comme Definetti avait justifié les probabilités précises. Alors, dans le cas où j'ai simplement un état épistémique, je décris mon état de connaissance incomplète par un état épistémique, par un ensemble E, et bien je peux définir les deux fonctions de façon très naturelle. Je vais dire que A est certain si E est inclus dans A, et je vais dire que A est possible si E inter A n'est pas vide. Donc voilà, en fait, cette façon de faire là, on tombe vraiment sur une logique modale. C'est un cas particulier de logique modale, et c'est les bases de la théorie des possibilités. Ça, c'est la version tout ou rien de la théorie des possibilités. En fait, cet état épistémique, on peut le voir aussi comme, si jamais cet état épistémique renvoie à des phénomènes aléatoires, on peut le voir comme l'ensemble des probabilités qui ont ce support inclus dans E. Alors, je peux vouloir rendre ce modèle un peu moins fruste, parce que ça, ce type le modèle booléen, c'est ce qu'on trouve en logique modale. Mais je vais mettre des degrés, donc je vais admettre que mon état épistémique est flou, c'est-à-dire qu'il y a des strates de possibilités, les choses sont plus ou moins possibles, et je peux généraliser la possibilité et la nécessité. La possibilité de A, c'est le max sur S appartient à des pi de S, où pi, c'est la fonction caractéristique généralisée de mon état épistémique. Et voilà, et donc je peux calculer aussi un degré de nécessité. Voilà, et ça va me représenter là aussi un ensemble crédal, c'est l'ensemble des probabilités telles que pour tout A, la probabilité de A domine la nécessité, le degré bas. Et ça va faire un crédal. Donc ça veut dire que cette façon de faire, elle généralise la logique modale, mais elle fait aussi, c'est un cas particulier, disons, de probabilité imprécise. Il y a une troisième façon qui est la théorie de Damser-Scheffer, la théorie dite de l'évidence, même si j'aime pas cette façon de parler. Évidence, ça ne veut pas dire ça en français, mais c'est pas grave.
Donc, c'est d'utiliser un état épistémique aléatoire. Donc, je définis une probabilité, une distribution de probabilité sur les états épistémiques. Et puis, le degré de croyance, c'est un mélange entre le calcul probabiliste et le calcul possibiliste. Donc, le degré de croyance, c'est la somme des poids de tous les éléments, de toutes les masses de tous les états épistémiques qui impliquent A. Et la plausibilité, c'est la croyance de non A. Et dans ce cas-là, ça représente là aussi un ensemble crédal de probabilités, exactement. Donc en fait, tous ces cadres-là sont des cas particuliers du cadre précédent des probabilités imprécises. Donc je le dis rapidement, là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors si on dispose d'une théorie dans laquelle on modélise l'information incomplète, vous voyez que ces théories mélangent, si je puis dire, le calcul d'intervalle et les probabilités, dans tous les cas. Donc si je représente ma connaissance de façon plus fidèle à l'ignorance partielle que j'ai par des fonctions de croyance notamment, ou par des mesures de possibilité, etc. Si j'en crois Philippe Smets, je vais reprendre un peu ce qu'il suggérait, c'est qu'en fait, il y a deux niveaux de travail. Il y a un niveau qu'on appelle crédal, où on représente l'état de croyance de l'agent et on tient compte de son ignorance partielle, par exemple en utilisant des fonctions de croyance. Et puis, si je suis un suiveur de Savage et je veux à tout prix classer mes décisions par l'utilité espérée, eh ben, je peux faire du pari, comme définitif, avec des paris échangeables, et extraire de cette fonction de croyance une mesure de probabilité, puis je vais calculer l'utilité espérée si je veux. Mais ce qui est important de voir là, c'est que contrairement à ce que les bayésiens semblent suggérer, c'est que les prix que je vais mettre dans les paris sont induits par les états de connaissance, mais ils ne sont pas en correspondance un pour un avec les états de connaissance. Par exemple, l'ignorance et le hasard me donnent une distribution uniforme tous les deux, mais ce n'est pas le même état de connaissance. Donc, je peux très bien avoir au niveau crédal des états de connaissance différents qui vont me faire parier de la même façon au niveau donc, de pygnistique, comme dirait Philippe Smets. Donc, on peut vouloir définir comment j'extrairais une probabilité subjective à partir d'une fonction de croyance. Alors, une autre question qui peut se poser, qu'on trouve aussi dans la littérature, c'est si j'ai des probabilités définies de façon incomplète, eh bien, j'applique le maximum d'entropie et comme ça, j'ai une distribution unique. Mais ça, à mon avis, ce n'est pas une bonne idée, toujours. Enfin, il y a des cas où le maximum d'entropie a un sens. Mais quand c'est des probabilités subjectives, je pense que c'est un petit peu douteux. Et l'exemple que je peux donner, c'est le suivant. Supposons qu'une personne regarde une pièce et me donne sa croyance sur le fait que ça va tomber pile ou face. Donc, il ne peut pas donner des probabilités précises parce qu'il n'est pas assez... Je veux dire, ça n'a pas donné un nombre précis, c'est difficile. Donc, il va me donner des degrés de croyance comme des bornes inférieures de probabilité. Donc, il va me donner que la certitude de face, c'est 0,4 et la certitude de pile, c'est 0,1. Donc, c'est-à-dire que la probabilité pour lui est au moins 0,4 de tomber sur face et au moins 0,1 de tomber sur pile. Donc, clairement, il indique une préférence pour face sur pile. Mais si j'applique le principe de maximum d'entropie pour avoir une probabilité unique, ben je vais tomber sur la probabilité uniforme. Et ce n'est pas du tout fidèle à ce qu'il m'a dit. Il m'a indiqué une préférence d'un côté, et là, boum, je retombe sur 0,5, 0,5. Donc, ce n'est pas très intéressant. Donc, le principe de maximum d'entropie ne reflète pas du tout, disons, l'ordre de grandeur des degrés de croyance. Donc, à mon avis, il ne faut pas utiliser ça. Alors, ce qu'on peut faire, c'était proposé par Philippe Smets. Donc, il suppose qu'il y a, si je veux extraire une probabilité d'un état de croyance incomplet, un agent a un état de connaissance qui est décrit par une fonction de masse, donc qui donne une masse à chaque état épistémique. Et puis, je suppose que l'agent veut une probabilité parce qu'il range ses décisions par l'utilité espérée. Ben, disons ce qu'on peut faire, c'est généraliser le principe de Laplace. Ça consiste à sélectionner avec une probabilité M de E un état épistémique et à sélectionner dans E, au hasard, un élément. Alors, si je fais ça et que je répète, j'obtiens une probabilité dite pygnistique pour le pari que l'agent aura raison d'utiliser, qui va être la formule que j'ai donnée, là, qui en fait
je vais faire la somme pour disons, la probabilité de S, c'est la somme pour tous les états épistémiques qui sont compatibles avec S, des poids, disons, divisés par la taille de l'état épistémique, c'est-à-dire qu'il y a une distribution uniforme sur chaque état épistémique. Alors cette formule-là, en fait, elle est connue déjà depuis longtemps en théorie des jeux. C'est rien d'autre que la valeur de Chapelet de la fonction de croyance. Donc c'est quelque chose qui est bien connu en théorie des jeux, mais là qui a une interprétation en termes de théorie de l'incertain. Et d'un point de vue mathématique, si je considère qu'une fonction de croyance, c'est un ensemble convexe de probabilités, ben, ce que ça me donne, c'est le centre de gravité de cet état crédal. Donc ça, c'est quelque chose quand même beaucoup plus naturel que le maximum d'entropie. Et donc sur le problème du pile ou face, là par exemple, si je reprends mon individu qui dit ben, je crois au degré 0,4 que c'est pile et au degré 0,1 que c'est face, et au degré 0,1 que c'est pile, ben, la valeur de Chapelet, elle me donne le milieu des intervalles. Alors, est-ce que j'ai bien calculé? Oui, voilà. Elle me donne 0,65. Alors, c'est le milieu des intervalles, je veux dire, c'est le milieu de l'intervalle 0,4-0,9, exactement. Voilà, parce que c'est le milieu de l'intervalle plausibilité croyance. La croyance, c'est 0,4, et donc la plausibilité, c'est 1 moins 0,1, ça fait 0,9. Donc, je trouve le milieu des intervalles, et ça, c'est beaucoup plus naturel de représenter comme ça que d'utiliser maximum d'entropie. Voilà. Donc, il y a un autre exemple que j'ai traité dans le passé dans un article qui est cité là-haut, là, avec des collègues italiens et une collègue allemande, Gabriele Kernis-Berner, que vous connaissez peut-être, qui est le problème, disons, de calculer une probabilité a priori quand on n'a pas la probabilité a priori. Donc, une probabilité a posteriori, je voudrais bien les calculer, mais il me manque la probabilité a priori sur l'hypothèse. Donc, le problème est le suivant, c'est j'ai une hypothèse H et j'ai une observation E. Je connais probabilité de E sachant H, qui vaut petit a. Je connais probabilité de E sachant non H, qui est petit b, mais je n'ai pas de probabilité a priori sur H. Donc, du coup, je me retrouve avec un ensemble crédal de probabilités, qui est l'ensemble des probabilités qui ont la probabilité conditionnelle E sur H égale à A et E sur non H égale à B. La question, c'est comment je calcule la probabilité de H sachant E quand j'ai observé E. Eh bien, une façon de faire, donc, c'est d'extraire une distribution de probabilité parmi les possibles. Et donc, si j'utilise la valeur de Chapelet, ben, j'obtiens A sur A plus B, qui est relativement satisfaisant au sens où, disons, c'est ce que me donnerait une probabilité a priori uniforme si je veux rester dans le cadre probabiliste. C'est ça que ça me donnerait. Par contre, si j'applique le maximum d'entropie à ce problème, j'obtiens un truc assez bizarre, une fonction que vous voyez sur l'écran, je ne vais pas vous lire, mais qui est extrêmement bizarre et qu'on ne comprend pas. Donc là, encore une fois, c'est la valeur de Chapelet qui a l'air de s'appliquer beaucoup mieux à ce problème. Donc, on s'est intéressé aussi, ça, je signale cette chose-là, au problème inverse, c'est-à-dire, supposons que je fasse parier quelqu'un, il me donne sa distribution subjective et je veux retrouver son état crédal, son état de connaissance derrière, en supposant pas que la probabilité subjective qu'il me donne, c'est basé sur des fréquences. Je suppose qu'il ne me donne que sa croyance. Donc, je vais essayer de reconstruire une fonction de croyance dont la valeur de Chapelet, c'est ce qu'il m'a donné avec une procédure de pari. Donc, comme il y a plusieurs fonctions de croyance possibles qui vont me donner la même valeur de Chapelet, il y a plusieurs états, disons, de connaissance qui correspondent à la même façon de parier. Et bien, je veux dire, la façon la plus naturelle de chercher l'état de connaissance qui est derrière, c'est de supposer qu'il y a le moins d'informations possible. Donc, je vais chercher la fonction de croyance la moins informative dont la valeur de Chapelet est unique, dont la valeur de Chapelet est fixée, est P. Alors, on peut démontrer que la moins informative, alors j'ai donné en haut un indice d'information, par exemple, c'est la cardinalité espérée de l'état épistémique aléatoire, par exemple. D'accord? Et donc, en fait, cet état de connaissance le moins informatif dont la mesure de Chapelet est unique,
est consonant. Donc, il n'y en a qu'une seule. C'est une distribution de possibilités. Donc là, je l'ai donné dans le cas fini. Donc, j'ai une distribution PI, PJ, etc., qui est donnée comme une probabilité subjective par un individu. Et je calcule derrière les degrés de possibilité qui sont tels que la fonction de croyance, disons, associée à cette distribution de possibilités, me donne comme valeur de Shapley cette probabilité qui m'a été donnée par l'expert. Donc, c'est une façon de transformer des probabilités en possibilités qui a déjà été donnée dans 83. Alors, un autre problème où, disons, la différence entre utiliser une probabilité unique ou utiliser un état de connaissance incomplet quand il est incomplet, c'est une situation où, disons, ça va faire une grosse différence, c'est le problème de la révision. Donc, supposons que j'ai une nouvelle information C qui est obtenue alors que j'ai un état de connaissance représenté, par exemple, par une fonction de croyance. Comment est-ce que je dois traiter cette nouvelle information? Donc, notamment, est-ce que je dois conditionner sur C au niveau crédal ou au niveau du pari? Où est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois conditionner la distribution de probabilité que j'obtiens après ayant subi l'épreuve du pari, ou est-ce que je dois conditionner au niveau crédal? Et ce que je vais vous montrer, c'est que ça ne donne pas forcément le même résultat. Donc le problème est comme suit. Vous avez une fonction de croyance qui représente votre état de connaissance. Vous avez une probabilité pygmistique qui représente comment vous allez parier et comment vous allez décider avec l'utilité espérée. Et puis vous avez une nouvelle information C qui arrive. Et la question, c'est comment je conditionne. Donc soit je conditionne la fonction de croyance là-haut et je refais mon pari avec je calcule la valeur de Shapley, c'est-à-dire, ou alors je conditionne directement le pari que j'avais fait avant. Voilà. Et en fait, le problème, c'est que les deux probabilités que je vais obtenir ne sont en général pas les mêmes du tout. Ah, c'est là, pardon. Qu'est-ce que ça fait? Voilà. Et donc, l'exemple classique qui est très connu pour les gens qui connaissent les fonctions de croyance et qui sont convaincus par ça, donc je le donne surtout pour les gens qui ne le connaîtraient pas, c'est l'exemple du cas criminel qui a été utilisé beaucoup par Philip Smets pour suggérer que la représentation par fonction de croyance elle était des fois plus pertinente qu'une distribution unique en présence d'ignorance. Donc c'est quelque chose qui ressemble un peu à Luhn-Delsberg, mais sauf que c'est un peu différent quand même. Donc vous avez 3 suspects dans un crime qui sont Peter, Paul et Mary, et le tueur on sait qu'il a été sélectionné, homme ou femme, en tirant au dé. Donc, en fait, on sait que la probabilité que ce soit Paul ou Peter, c'est 0,5. Donc, on a un référentiel qui contient les 3 noms des suspects. Et donc, si on est en fonction de croyance avec des états épistémiques aléatoires, on va refléter exactement l'information dont on dispose, parce qu'on sait simplement que le poids sur Peter, Paul, c'est 1,5, et le poids sur Marie, c'est 1,5. Donc, on va faire comme ça. Donc là, c'est sur un référentiel qui est grossi par rapport au référentiel initial. Donc, on a M de Peter, Paul égale 1,5, M de Marie égale 1,5. Donc, on en déduit que, par exemple, on n'a pas de croyance en Paul ou en Peter simultanément, mais ils sont tous les deux plausibles au niveau 1,5. Par contre, on a une croyance sur Marie puisqu'elle est toute seule. Si je suis bayésien, comme je n'ai aucune raison de préférer Paul à Peter, je vais mettre un quart sur eux et Marie 1,5. Alors maintenant arrive l'information. Peter a un alibi. Il a été vu quelque part ailleurs au moment du crime. Donc on sait pertinemment maintenant que la plausibilité de Peter vaut 0. Donc comment je vais faire la révision? Si je suis en fonction de croyance, le Transferable Belief Model de Philip Smets, ou la fonction de croyance de Schaeffer, c'est très facile à réviser. Comme j'avais un poids sur Peter et Paul qui valait 1,5, Peter a disparu, je l'enlève et j'obtiens donc une probabilité uniforme entre Paul et Mary, ce qui me paraît assez logique dans cette histoire. Voilà. Par contre, la modélisation bayésienne va être très différente parce que je vais calculer la probabilité de Paul sachant non Peter et de Marie sachant Peter, et je vais obtenir une probabilité 2 tiers sur Marie et 1 tiers sur Peter.
résultat qui est très, très, très discutable. Notamment, je pense que si on va au tribunal et qu'on explique cette histoire et qu'on dit il faut plutôt mettre en prison Marie que Paul, je pense que les gens ne vont pas l'accepter. Vont trouver peut-être ça sexiste d'ailleurs. Voilà. Et en fait, ce résultat est d'autant plus douteux qu'en fait, il va dépendre du point de départ. Si j'avais commencé avec un nombre I d'hommes et J de femmes, et que comme ça, les unes après les autres avaient des alibis, et bien enfin, à la fin, j'obtiendrais un résultat qui dépendrait du nombre de I et de J, et pas du tout, disons, de l'histoire en elle-même. Donc c'est un petit peu comme si j'avais un roman policier où le coupable, finalement, il dépendait de l'endroit auquel j'ouvre le livre. C'est un peu bizarre. Donc vous voyez, on n'obtient pas du tout la même chose et on a tendance à penser qu'il vaut mieux conditionner là-haut et reparier si on veut vraiment une probabilité unique en présence d'incertitude. Bon, je vais m'arrêter bien là, je pense que je suis à peu près dans les temps. Donc, j'espère vous avoir convaincu qu'une distribution de probabilité toute seule ne peut pas refléter proprement l'ignorance partielle. Et que les théories de l'incertain, que j'ai esquissées vraiment très peu là, mais ceux qui ne connaissent pas, il faut les creuser, ça étend la théorie des probabilités pour avoir une représentation plus fidèle et plus expressive de l'incertitude. Et ce qui est intéressant, c'est que ça couvre aussi, dans ce cas-là, la façon de représenter l'incertitude qu'on trouve en logique épistémique avec des états épistémiques. Ça couvre un peu tout. Donc, c'est très important, disons aussi, de représenter la quantité d'ignorance dans une fonction qui représente l'incertitude, parce que si on a de l'information partielle dans des problèmes, par exemple, d'analyse de risque, j'ai discuté beaucoup avec des gens d'analyse de risque environnementaux ou des gens du génie civil, pour eux, c'est très important de savoir qu'on n'a pas assez d'informations. Et donc, si jamais on met des distributions de probabilité partout au début d'une propagation d'incertitude, on obtient une distribution de probabilité unique à la fin, avec une grande variance, par exemple. On ne sait pas si cette variance, elle est due à des phénomènes naturels ou si cette variance, elle est due à l'ignorance et le fait qu'on ait représenté ça par des probabilités. Et donc, avoir une théorie qui distingue bien entre les probabilités qui représentent le hasard et l'information incomplète, c'est assez crucial parce qu'au niveau de la décision, si on voit qu'on ne sait pas, eh ben, la bonne décision, ça va être de recueillir de l'information nouvelle, additionnelle, pour pouvoir décider de façon plus sereine. Alors que ça va être complètement caché si j'utilise des distributions de probabilité unique. Donc il y a un enjeu pratique, disons, de représenter l'ignorance, qui est de pouvoir savoir à tout moment qu'on ne sait pas, si je puis dire. Donc en fait, on voit que même si on utilise les théories de l'incertain, si on veut utiliser la théorie de l'utilité espérée, on peut extraire une probabilité unique si besoin, pour des besoins de décision, mais que dans ce cas-là, il vaut mieux faire la valeur de Shapley plutôt que le maximum d'entropie, à mon avis. Voilà. Mais en fait, il y a d'autres critères de décision qui sont plus typiques des théories de l'incertain, qui peuvent être utilisés, donc l'espérance mathématique inférieure ou des généralisations du principe de décision de Hurwitz, par exemple, avec des degrés de pessimisme et d'optimisme. Ces choses-là se généralisent aux théories de l'incertain. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Et s'il y a des questions, j'espère que ça vous a intéressé. J'étais un peu élémentaire, hein, mais je pense qu'il y a des gens qui m'écoutent qui ne connaissent pas bien ces théories, donc voilà, je fais pour ça.